Bonjour, 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 bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast. Si vous trouvez que j'ai une tronche de cake aujourd'hui, c'est normal, c'est parce que je suis malade. Je suis accompagnée, d'ailleurs, enfin, ce n'est valable que si vous me regardez sur YouTube, évidemment, ou Spotify d'ailleurs, parce que c'est possible aussi. Mais je suis accompagnée de mon petit chat à côté de moi, que vous pouvez voir, et donc de ma tronche de cake parce que je suis malade. Et ça m'a donné envie de vous parler de la douleur aujourd'hui et de notre relation avec la douleur. Parce que j'ai une maladie chronique depuis que je suis toute petite. J'ai fait toute une batterie d'examens, tous les examens possibles pour trouver la cause et ça n'a rien donné. Les médecins n'ont jamais compris pourquoi j'avais ça. Mais c'est là, c'est bien là, ça vient et ça repart. Ça se manifeste par une infection et une inflammation au niveau de la vessie. Et quand j'ai une crise, je ne souhaiterais cette douleur et cette sensation à personne, en fait. Et du coup, je suis en pleine crise en ce moment, je suis sous traitement, tout va bien, mais ça m'a beaucoup appris sur la douleur, en fait, sur la gestion de la douleur et sur la relation qu'on peut avoir avec la douleur et c'est ce qu'il a fait aller mieux, ce qu'il a fait aller moins bien. Et comment on peut vivre avec ça, en fait, en sachant en plus que c'est une maladie chronique et que donc ça va forcément revenir. Enfin, peut-être pas. J'ai déjà passé pas mal d'années sans rien du tout. Et de temps en temps, j'en ai plusieurs crises par an et c'est toujours un bonheur. En tout cas, la douleur colore toute notre expérience en fait de la vie. Elle nous vole notre énergie, elle nous vole notre joie, nos passions même. Je suis quelqu'un qui est très passionné par mon travail. Je pense que ça se ressent à travers mes podcasts et ma relation avec mes clients. Mais là, depuis le début de cette crise qui était avant-hier, j'ai pas du tout envie de travailler. Enfin, là, j'ai dû me forcer pour faire ce podcast et j'avais juste envie de me recroqueviller sur moi-même, d'aller dans mon lit, d'être avec ma douleur, avec mon chat, et de pleurer ou de me distraire avec des conneries. J'ai un screen time ces derniers jours qui est ahurissant parce que je suis juste sur mon téléphone en essayant de penser à autre chose. Et quelque chose qui m'aide et la raison pour laquelle je fais ce podcast quand même, c'est que je sais que ces envies de me recroqueviller, de rester, de morfondre un peu avec moi-même, et ces envies, ce sont que des pensées, en fait, des histoires que mon cerveau me raconte, il crée, il me raconte, et qui ne me servent pas forcément. Je sais que je me sens toujours mieux quand je me suis sentie utile, quand j'ai été un peu productive, quand je donne un cours, quand je parle avec un des membres de Yoga with Clem, quand j'ai l'impression de faire quelque chose de bien, quelque chose d'impactful, d'impactant. Voilà, je sais que ça me fait toujours me sentir mieux et ça fait toujours diminuer la douleur également. Je sais que de traîner sur mon téléphone en ne faisant rien de ma journée, ça ne m'aide pas. Ça ne m'aide pas à aller mieux et ça n'aide pas la douleur à diminuer. Ça ne m'aide pas. C'est pas quelque chose qui va m'apporter vraiment quoi que ce soit de positif. Et pourtant, des fois, j'ai cette impulsion de le faire. Et je pense que vous pouvez vous reconnaître là-dedans aussi. Cette impulsion qu'on a parfois de faire des choses qui, on sait, ne nous servent pas. Et dans le cas de la douleur, je sais aussi que plus on laisse de la place à la douleur et plus elle en prend, en fait. Donc là, je fais tout ce que je peux pour guérir. J'ai un traitement, je me repose beaucoup. À partir de là, la gestion de la douleur, ça devient de la gestion de mon stress, de mes croyances, de mon humeur, de ce que je choisis de faire de mon temps, de mon espace mental, de mon énergie. Parce que la douleur, maintenant, je l'ai apprise par mon expérience et puis en
en étudiant le sujet plus en profondeur au travers de mes différentes formations, je sais que la douleur, c'est donc ce signal qui est créé par mon cerveau pour me dire il y a quelque chose qui ne va pas. Effectivement, en l'occurrence, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai cette inflammation, cette infection qui est en train d'être traitée. Et ce signal qui est créé par mon cerveau, ça va être influencé, il va être plus ou moins fort en fonction de plein de choses, dont mes croyances au sujet de la douleur, dont mon éducation au sujet de la douleur, dont le soutien que j'ai autour de moi, dont plein de facteurs biologiques, mais aussi plein de facteurs psychologiques, sociaux et culturels et tout ce qu'on peut imaginer en fait. C'est vraiment, il y a énormément de choses qui impactent la douleur. Donc à partir du moment où je fais tout ce que je peux sur le point de vue biologique, c'est-à-dire que j'ai mon traitement et je fais voilà, je soutiens mon corps dans ce processus de guérison physique. Il faut ensuite que je gère moi mes croyances, que je gère la façon dont j'occupe mon temps et surtout mon niveau de stress par rapport à la douleur. Si je commence à catastropher, je sais que ça va rendre la douleur encore plus forte, par exemple. Donc, est-ce que je choisis de mettre ma vie en pause quand j'ai mal et de me morfondre dans cette douleur, de me dire que ça ne passera jamais, de me demander au ciel pourquoi moi, pourquoi ça revient toujours, de hurler et de crier, de pleurer et de rendre mon expérience encore plus misérable? Ou bien est-ce que je choisis de diriger l'énergie que j'ai, et j'en ai pas beaucoup, vous le sentez peut-être dans ma façon de parler, mais le peu d'énergie que j'ai, je vais la diriger. Est-ce que je choisis de le diriger vers un mode de pensée qui va me donner encore plus d'énergie ensuite parce que je vais m'être sentie bien, m'être sentie utile, avoir partagé un peu, là en l'occurrence mes connaissances sur le sujet de la douleur et vous motiver à en faire, à apprendre ce qu'il y a à apprendre pour vous faciliter l'expérience de ça. Voilà, est-ce que je dirige cette énergie vers quelque chose de positif, qui me motive, qui me nourrit émotionnellement? C'est mon choix. En tout cas, pour aujourd'hui, c'est mon choix. C'est pour ça que je suis forcée à me lever et à faire ce podcast. Je me rappelle aussi que tout est temporaire, que tout est transitoire, que la douleur passera et puis elle reviendra sans doute. Mais ma façon d'y réagir, c'est la seule chose sur laquelle j'ai vraiment de l'influence. Donc voilà, donc je fais ce podcast et ensuite j'irai faire une sieste pour aider mon corps à récupérer encore plus et voilà. Et il y a ma petite crapsy qui gigote en fond, donc si vous entendez des bruits bizarres, c'est elle. C'est mon petit chinchilla. Je vais passer maintenant au Q&A. J'ai reçu quelques questions et une super question d'ailleurs sur la transition entre les périodes d'hyperactivité et les périodes de repos et la difficulté de passer d'une période d'hyperactivité à une période de récupération. Donc je lis la question. La semaine dernière, j'ai rendu un gros travail sur lequel je bossais intensément depuis des semaines. Je suis soulagée de l'avoir rendu, mais je sens que la pression n'est pas vraiment retombée. Je suis encore un peu sur le qui-vive, l'accélérateur enclenché, j'ai des acouphènes et je me sens un peu comme une marmite sous pression. Comment on passe de marmite sous pression à marmotte bien heureuse? Des conseils en général pour accueillir ces moments de transition, célébrer ces petites et grandes victoires et se reposer vraiment avant de se remettre au travail. Quelle belle question. Comment passer de marmite à marmotte? J'aime beaucoup. Alors, il faut un certain temps au système nerveux pour passer d'un état à un autre. À plus petite échelle, c'est un peu le même phénomène qui fait qu'on a du mal à s'endormir le soir si on vient de faire une activité super stimulante juste avant. Donc par exemple, pile en sortant du travail, si vous avez une grosse journée de travail et que vous êtes encore super hypé, que vous essayez de vous poser et de vous détendre, vous allez voir que ça va pas marcher. Ou bien si vous avez fait une séance de sport super intense et que vous essayez d'aller au lit juste après, ça va être compliqué aussi. Ou une session de jeu, si vous jouez par exemple des jeux en ligne où
ou bien juste des jeux hyper stimulants pour le système nerveux, ça va être compliqué. Des séries super captivantes, c'est pareil. Donc le système nerveux est super engagé. Si ensuite on lui demande, ok, maintenant, hop, tu t'éteins, on va dormir, c'est pas possible. Donc c'est un problème qui fait qui crée pas mal de soucis d'endormissement, de penser que on peut passer de 2 heures d'écran, de jeux et de séries, de films, de machins super stimulantes à un sommeil. Et malheureusement, c'est notre routine. Pour beaucoup d'entre nous, c'est notre routine de passer de plusieurs heures devant l'écran le soir et puis ensuite d'aller dormir. Il y a le problème de la lumière, tout ça également, mais bon, je mets ça de côté pour le moment. D'ailleurs, je vais bientôt partager un petit challenge. Là, malheureusement, je l'ai mis en pause ces derniers jours parce que j'ai pas l'énergie. Mais je suis en train de préparer un petit challenge, justement routine du soir pour aider à cette période de transition. Je vais le partager avec les membres de Yoga with Clem et puis je vais inviter quelques personnes à nous rejoindre. Donc, si vous voulez, si ça vous intéresse, je partagerai les détails ici, mais d'abord dans ma newsletter. Donc, assurez-vous d'être abonné à ma newsletter et le lien est dans les notes de l'émission, de l'épisode. À chaque fois, je fais le... Du coup, pour revenir à la question, il faut ce moment de transition entre la période d'hyperactivité et le repos. Et je dirais qu'il faut la respecter, en fait, cette période de transition, ce moment de transition, et de doucement accompagner le système nerveux vers un état de récupération. L'erreur qu'on fait parfois, c'est d'essayer de passer de 100 à 0 instantanément. Du coup, quand je travaille avec quelqu'un qui est super stressé, par exemple, qui a clairement besoin de relaxation, c'est pas pour ça que je vais immédiatement le mettre dans des postures yin, très immobiles, avec beaucoup de silence, et voilà, et lui dire, ok, t'es super énervé, t'es super stressé, ben maintenant, allonge-toi, repose-toi, vas-y, relaxe-toi. Ça ne marche pas comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va plutôt commencer avec du mouvement, avec du flow, pour se caler justement sur l'état du système nerveux au départ, qui a besoin d'énergie, et on va relâcher un peu de cette énergie nerveuse avec du mouvement. Et puis commencer à se concentrer sur la respiration, sur faire ralentir progressivement la respiration, ralentir un petit peu les mouvements, se rapprocher du sol avec des postures assises qu'on va tenir un petit peu plus longtemps, pour finalement s'allonger et se relaxer. Et c'est là que ce sera beaucoup plus accessible de trouver le repos quand on a vraiment accompagné la transition de super actif à cet état de récupération. Et du coup, c'est pareil dans la vie de tous les jours. On veut y aller progressivement et surtout ne pas s'attendre à pouvoir décompresser d'un jour à l'autre quand on a été sous forte tension pendant un certain moment et que ça s'arrête d'un coup. Bah non, il va falloir accompagner le système nerveux. Et pour accompagner cette transition, forcément, moi, je recommande évidemment du yoga similaire à ce que je décrivais juste à l'instant. J'appelle ça du Yang to Yin. Et c'est ce que je fais beaucoup, notamment dans mes cours du jeudi, les cours que je donne en ligne sur Zoom à un groupe de personnes. On fait souvent du Yang to Yin parce que c'est vraiment c'est vraiment une façon que j'aime beaucoup de travailler, et parce que je fais ce cours-là justement à 18h le soir, à la sortie du travail. Du coup, les gens sont encore dans l'activité de la journée, donc on commence avec du mouvement et puis on se rapproche doucement du sol progressivement pour arriver vers 19h à un état vraiment de relaxation qui les amène vers leur soirée, vers un sommeil de bébé. Donc voilà, c'est ce que je recommande. Dernière question. Le froid est-il plutôt un allié ou un ennemi? Quelle intéressante question. Alors la question m'a été posée. Ça paraît peut-être un petit peu random de me demander ça, mais c'est pas du tout random. Ça m'a été posé par un de mes clients qui s'est blessé le bas du dos après avoir porté des choses lourdes pour rendre service à un de ses amis et passé beaucoup de temps dans le froid. En fait, il avait porté des choses lourdes dans le froid. Je crois que c'était un déménagement ou quelque chose comme ça. Et voilà, il a passé des heures comme ça et
ses lombaires n'ont pas vraiment apprécié. Il a déjà une hernie discale à la base, ce qui n'a pas aidé. Mais voilà. Donc le froid nous fait nous contracter. Et donc, si on met nos muscles à rude épreuve et qu'on fait des activités qui demandent aux muscles une certaine mobilité, alors qu'il fait froid et que voilà, les muscles sont tout contractés, ça va effectivement augmenter le rythme de blessure parce qu'il y a ce contraste entre les muscles qui se serrent, qui se contractent, qui se tendent, et puis nous qui leur disons ouais, vas-y, fais un effort en position allongée parce que par exemple, quand on porte des choses lourdes, on va avoir ce mouvement de soulevé de terre donc qui va faire allonger les muscles du bas du dos alors qu'ils sont sous tension, qui portent une charge. Voilà, ça va augmenter le rythme de blessure, le risque de blessure de faire ça dans le froid. Mais à côté de ça, tous les alpha males de YouTube ne jurent que par les bains de glace pour renforcer notre santé et tout ça. Donc ça doit pas être si mal non plus, le froid. Mais plus sérieusement, je pense que le froid est neutre, en fait. Le froid est, tout simplement, il y a du froid. S'il est extrême, il peut bien sûr être dangereux, comme dans ce cas-là où on ne veut pas faire d'activités qui demandent beaucoup d'efforts à nos muscles et de mobilité alors qu'ils sont contractés par le froid. Mais c'est comme tout. Voilà, tout ce qui est extrême, vaut mieux pas particulièrement le faire non plus quand il fait hyper chaud. Le tout est d'écouter son corps et de ne pas le pousser au-delà de ses limites, même pour rendre service à un pote. Voilà. Faites-vous du bien, apprenez à dire non, apprenez à dire stop, et tout ira bien. Voilà. Je vous laisse aller dans les notes de l'émission pour tous les liens de ma newsletter et de mon site et peut-être je vais mettre même mes cours du jeudi là-dedans pour que vous puissiez aller jeter un œil. C'est des cours qui sont ouverts à tout le monde. Et voilà, prenez soin de vous. Je vais aller faire ma sieste moi pour récupérer un peu d'énergie et de santé et pouvoir m'occuper de mes membres de Yoga with Clem avec toutes mes forces très prochainement. Je vous souhaite une très très bonne journée et à très bientôt. Merci beaucoup.